Et ils vont tout de suite faire un choix, un vote utile dès le début pour que le pays se remette au travail. D'accord. Et vous, dans votre programme, est-ce que vous prévoyez des réformes qui pourront aujourd'hui régler ces genres de situations à l'avenir? Oui, absolument. D'ailleurs, c'est l'une de nos particularités. On a un programme tabac, un programme économique et social, à partir de notre livre Construire le Sénégal du futur, du travail excellent qui a été fait par le collectif des cadres, de l'adoption de ce programme par la coalition Caman, un programme, il y a 20 mesures prioritaires, ça c'est le programme de construction du Sénégal. Mais avant cela, il y a un programme de réparation qu'on appelle le plan Diagal, c'est 14 mesures. Justement, parmi ces 14 mesures, il y a la refonte du processus électoral. Et on fera des thèmes de référence pour cette refonte. Sur le fichier d'abord, nous allons faire en sorte que tous les Sénégalais qui ont 18 ans révolus soient inscrits sur les listes électorales. Après, on ouvre maintenant des campagnes de radiation. Les gens qui ont des dossiers de justice, les gens qui ne veulent pas voter parce que ce n'est pas obligatoire, on aura un fichier électoral presque automatique. Et sur la base de ce fichier, on va faire des cartes d'électeurs qui seront différentes de la carte nationale d'identité, parce que c'est quand même deux cartes qui n'ont pas les mêmes fonctions. Sur le fichier, déjà, on règle un problème qui a été créé par le régime depuis 2012. Après, maintenant, c'est le parrainage. On va garder le parrainage, surtout pour la présidentielle, avec un schéma d'automatisation du parrainage. Avec des terminaux, vous venez retirer vos fiches, vous déposez votre caution, vous avez vos fiches de parrainage, et vous prenez des terminaux avec la caution pour les retourner après, et on ne peut pas parrainer deux fois, les doublons sont supprimés. Si vous parrainez une fois, vous faites votre signature électronique, vous avez tout de suite en temps réel les résultats, et puis quand vous bouclez vos 44 000 parrains, vous êtes validé, et on vous imprime, la Direction générale des élections vous imprime votre attestation comme quand vous avez votre parrainage. Cette attestation va être un document joint dans le dossier que vous allez déposer au Conseil constitutionnel. Il n'appartient pas en ce moment-là au Conseil constitutionnel de contrôler si le parrainage a été fait, de calculer les doublons, etc. Donc ça, vous réglez le parrainage. On mettra une haute autorité pour l'élection, avec une autorité indépendante, autonome, qui va être maître du processus du début à la fin. Autorité dans laquelle on va fondre la DGE et la Commission électorale nationale autonome. Donc là, c'est le troisième élément du fichier qui est extrêmement important. Ensuite, on mettra le bulletin unique, on mettra le vote électronique, et c'est tout à fait possible. En ce moment, on oubliera tous les débats sur les questions électorales. Ce sera fini, on aura des élections transparentes. D'accord, mais est-ce que ça va régler aussi le problème qu'on a eu, les candidatures, le nombre pléthorique de candidatures qu'on a eu avant l'étape des parrainages, justement? Mais moi, je ne pense pas qu'il y ait un nombre pléthorique. Plus de 200 candidats quand même. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au Sénégal, on a suffisamment de gens qui croient qu'ils sont capables d'être présidents et qui ont une ambition, qui ont un programme. Maintenant, ça interpelle qui? Ça interpelle les Sénégalais qui votent. Il faut organiser le débat. Il faut laisser aux candidats la possibilité de s'exprimer, de dire ce qu'ils veulent faire du Sénégal. Moi, je pense que si on organise un débat en disant à chaque candidat, vous avez 1 heure de temps devant les Sénégalais, dites-nous ce que vous allez faire du Sénégal, il y a des candidats... ça, c'est possible quand on a un nombre réduit de candidats, mais avec des centaines de candidats, on n'a jamais eu une centaine de candidats. La preuve, on a 200 candidats. On a 19 candidats. Après... mais tout le monde peut retirer sa fiche. Tout le monde peut aller chercher ses parrains. Vous pensez qu'aller ramasser des parrains, là, c'est un cadeau, ça? C'est un travail politique qu'il faut faire. Moi, je ne suis absolument pas choqué par le fait que des gens, des Sénégalais, décident d'aller briguer le suffrage, d'essayer. Mais c'est tout. Maintenant, ceux qui font des calculs politiques et tout ça, ils sont dans leur propre contradiction. Mais le jeu est dur. Hein. Le montant de la caution? La caution, c'est 30 millions. C'est pas ça qui va bloquer quelqu'un qui va être candidat. Une fois tous les 5 ans, si vous voulez être candidat et que vous voulez vraiment avoir 30 millions, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est le projet de société que vous proposez et les mécanismes qui sont mis en place entre vous et les populations pour expliquer ce que vous voulez faire. Et si ça, c'est pas réglé, évidemment, chacun va
développer ses prétentions. Mais si vous savez que vous avez 1 heure de temps devant les Sénégalais pour leur expliquer ce que vous voulez faire du Sénégal, avec 40 journalistes qui vous posent des questions, mais avant de vous présenter, vous allez tourner votre langue 3 fois. Mais aujourd'hui, c'est assez facile parce qu'il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat sur les candidatures. Que voulez-vous faire de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage? Quel est votre point de vue sur ça? Comment vous allez régler tel problème? Comment vous allez repositionner le Sénégal dans la situation géopolitique? Quels sont vos points de vue sur les questions de sécurité? Comment vous allez régler la question de l'éducation, de la santé, de la production, de l'intégration africaine? Voilà les vraies questions. Si vous n'avez pas de schéma sur ça, les Sénégalais jugeront. Et même si vous êtes candidat, mais les Sénégalais jugeront. Mais si les Sénégalais ont besoin de voter pour quelqu'un pour d'autres raisons, ils sont libres. Le peuple est souverain. Et c'est ça le mécanisme. On n'a pas d'autre choix. Justement, parmi ce que vous proposez en tant que candidat, on l'a vu dans cette édition, le problème à l'état civil. C'est un réel problème au Sénégal. Aujourd'hui, les travailleurs des collectivités territoriales sont en grève depuis 19 mois quand même. Il n'y a pas de solution. Ils souhaitent avoir de meilleures conditions de travail, mais aussi les Sénégalais eux-mêmes ont besoin d'un service meilleur. À l'état civil, vous pouvez passer une journée ou plusieurs semaines pour avoir un papier à l'état civil. Ce n'est pas informatisé, c'est très compliqué. Est-ce que dans votre programme, il y a quelque chose que vous avez prévu pour y remédier? Oui, bien sûr. Déjà, de toute façon, la situation, elle est chroniquement mauvaise. Il ne peut pas régler ça. Le pouvoir actuel ne peut pas régler cette affaire. Ils sont traînés avec ça depuis des années. Moi, je me rappelle, quand j'étais au ministère de la Coopération, il y avait un projet coréen de financement de l'automatisation de l'état civil avec 25 millions de pages à saisir. Il y avait des tests sur 4 ou 5 régions. Entre-temps, ils ont brûlé pendant les manifestations d'état civil et tout. Aujourd'hui, le système d'état civil doit être repris complètement. Et c'est écrit dans notre livre développé. D'abord à la naissance. La déclaration doit se faire à la naissance automatiquement. On n'attend pas 8 jours pour faire une déclaration à la naissance. C'est à la naissance automatiquement. Tous les centres qui reçoivent des femmes en couche doivent avoir la possibilité de se connecter en réseau. Les chefs de village, chefs de quartier et tout, toutes les personnes ressources répertoriées pour toutes les naissances, la déclaration elle est faite. On met en place un système, une blockchain pour l'état civil, pour suivre l'évolution et prendre l'ensemble des informations, avec une possibilité même de tirer à distance son extrait d'état civil, une connexion avec le tribunal s'il s'agit d'un jugement et tout. Ça, c'est des systèmes qui sont élémentaires. Donc, ce travail-là n'a pas fait préalable. Ensuite, la réforme des collectivités locales doit être réalisée. Avant d'aller vers ces réformes, justement, à l'état civil, on va poursuivre pour ça, mais à l'état civil, vous parliez de la déclaration, mais aujourd'hui, le régime de la déclaration, il est impossible pour une mère de déclarer son enfant. Est-ce que vous prévoyez justement de faire une modification par rapport à ça? Non, c'est le service lui-même, c'est le service qui accueille la femme qui accouche qui fait la déclaration. Vous donnez les informations, la déclaration elle est faite, le système est renseigné. Donc il n'y a plus de problème, vous n'entendez pas les 8 jours du truc pour après, vous êtes plus préoccupé par les dettes que vous avez pour le baptême que par autre chose. Et ensuite il y a des gens qui ne sont même pas déclarés en milieu rural et tout. Donc c'est tout le système qu'il faut. Malheureusement ici c'est au moment du baptême que nous avons. Mais justement c'est ça qu'il faut changer, c'est au moment de la naissance que la déclaration est faite. Immédiatement. Nous serons obligés de donner des noms. Vous êtes obligé de donner, même si vous ne publiez pas le nom pour d'autres raisons, vous êtes obligé de donner le nom. Ça c'est clair. Le nom de l'enfant dès la naissance. Si vous donnez le nom, c'est renseigné dans un système. Il y a une blockchain qui est développée, c'est sécurisé et on a tout un système de production avec le système de vérification nécessaire. Ensuite, l'investissement qu'il faut dans les collectivités locales, c'est pas un investissement qui est réalisé à partir de dotations. C'est un fonds d'investissement communal qu'il faut mettre en place. Et les communes leur projet d'investissement est fixé par l'Assemblée nationale, avec des projets intercommunaux entre des communes, etc., et des projets par commune, etc. On n'a pas mis suffisamment d'argent dans les collectivités locales. C'est pour ça que le personnel a des problèmes. Ils ne peuvent pas les gérer. C'est la même chose les écoles coraniques.
Ils payent, ils recrutent dans la fonction publique les enseignants, les instituteurs, pourquoi pas les écoles coraniques. Vous avez vu les conditions dans lesquelles les daras se trouvent. Il n'y a pas de projet. On les a suivis ensemble dans cette édition. Il n'y a aucun projet sérieux d'investissement. Nous allons mettre 8 000 milliards dans l'éducation avec une intégration des daras. Bon, ça fait quand même des années. Depuis l'indépendance, on n'a pas sérieusement traité ces questions-là. Nous avons fait des propositions très claires là-dessus, avec une intégration de l'école, de l'enseignement religieux, avec une intégration des langues nationales dans le système éducatif, avec une gratuité jusqu'à l'âge de 25 ans, avec un fonds d'investissement revolving sur l'éducation. C'est une véritable révolution dont on parle dans le chapitre 4 de notre livre. Et c'est ça qui n'a pas été fait. Et aujourd'hui, les conséquences de cela, c'est justement les pauvres travailleurs de ces collectivités locales qui se sentent délestés, ce qui est le cas, qui se sentent négligés. C'est la même chose que les maîtres coraniques. C'est la même chose que d'autres secteurs, d'autres, les femmes, les enfants, la petite enfance. Il n'y a pas d'enseignement public gratuit pour la petite enfance. C'est un système qui a atteint ses limites. Et aujourd'hui, on va vers une situation, c'est pour ça que ces élections sont d'une importance capitale. C'est une élection de rupture entre l'ancien régime qui s'est contenté d'un schéma de développement basé principalement sur l'allégeance aux bailleurs de fonds et l'endettement public, vers un système où on devient un hub pétrolier et gazier avec des ressources humaines qu'il faut repositionner avec de véritables projets de développement et un investissement massif dans des secteurs comme l'éducation, comme la santé. Nous espérons que vous espérez plutôt que vous allez y arriver avec ces querelles internes au sein de l'opposition, il faut le dire. Va plus tard qu'avant-hier, il y avait un rassemblement à l'occasion duquel on a assisté à des jets de pierre. À ce qu'il semblerait, ce seraient des partisans du candidat Khalifa Sall et ceux de Ousmane Sonko. Aujourd'hui, vous êtes dans l'opposition. Ces guéguerres, est-ce que ça peut vous aider lors de la présidentielle? Ça pourrait, en d'autres termes, vous porter préjudice. C'est regrettable. C'est regrettable, même si c'est entre le pouvoir et l'opposition, la rivalité ne doit pas prendre cette forme-là. C'est encore pire quand il s'agit de chauffourées entre membres de l'opposition. Je pense que c'est une situation qui va être dépassée rapidement. Il y a déjà des bonnes volontés qui se sont mobilisées pour mettre fin à cette situation et prévenir d'autres. Je pense qu'il faut un cessez-le-feu général dans l'opposition, dans la classe politique de façon générale. Ce n'est pas le moment. On a suffisamment de problèmes, on a suffisamment de souffrances, on a suffisamment d'inquiétudes qu'aujourd'hui, il faut quand même calmer le jeu, essayer de dépasser cette passe-là qui est extrêmement sensible, organiser des élections, y aller dans la transparence, sans violence, absolument zéro violence, et avoir un président qui va réconcilier tous les Sénégalais. Et je pense que les dirigeants de ces formations politiques qui sont soupçonnés d'avoir été à la base de ça sont dans de bonnes dispositions pour calmer le jeu. J'insiste sur la question parce qu'en 2012, on sait que l'opposition au moins était d'accord sur une chose, c'est que si un candidat réussit à aller au second tour face à Abdoulaye Wade à l'époque, toute l'opposition allait le soutenir. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut espérer une telle situation dans l'opposition actuelle, sachant que entre beaucoup de leaders politiques, peut-être pas les leaders, mais les jeunes des partis qui sont candidats aujourd'hui risquent de ne pas respecter les consignes de vote si toutefois un candidat qui ne leur est pas favorable passe au second tour? Oh, moi je ne dirais pas la même chose, hein. Le contexte est différent. Il y avait un président sortant qui était candidat en 2012 et qui voulait briguer un troisième mandat contesté. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une concurrence ouverte entre des candidats dont aucun n'est un candidat sortant. Il y a un candidat qui est candidat du pouvoir, d'ailleurs, on en doute d'ailleurs, et il y a d'autres candidats. Chacun va proposer son programme. Maintenant, je pense que les alliances qui vont se faire au deuxième tour se feront sur la base des convergences programmatiques. Ce ne sera pas sur la base de consignes de vote. Moi, en tout cas, je n'ose pas donner des consignes de vote comme ça.
à la légère. Non, je donnerai des consignes de vote sur la base de la proximité programmatique que j'ai avec tel ou tel candidat. Ou bien, je peux recevoir évidemment des votes, des soutiens, mais chacun a sa façon de fonctionner. Je pense que le contexte qu'on va vivre là pour les élections est assez spécial. Maintenant, les conflits, comme vous l'avez dit, ça n'arrange pas les choses. Ça n'arrange pas les choses, donc c'est pour ça qu'il faut les calmer avant. Et je pense que les démarches qui sont en cours permettront de le faire. Vous pensez que le président Macky Sall sortira par la